Enfantillage. Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors, Gruffalo, dit la petite souris. tu as vu? Tout le monde a peur de moi. Il était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil. Je ne dis pas on va faire de la philo parce que ça va leur faire peur, mais on parle de la vie. Et dans la vie, il y a des mots et des concepts qui surgissent tous les jours dans notre action ou notre parole. J'espère que je vais convaincre l'éducation nationale qu'on peut commencer à faire des leçons de philo à partir de la 6e ou la 5e. Pour Tahar Ben-Jelloun, la philosophie, c'est aimer la sagesse, c'est vouloir comprendre les choses pour mieux se conduire dans la vie. Le romancier qui a enseigné cette discipline publie chez Gallimard Jeunesse la philo expliquée aux enfants pour nous aider à réfléchir et à mieux vivre en ces temps troublés. Les éditions Trois petits points lancent une campagne de crowdfunding pour le lancement du livre audio Martin's Song en hommage à Martin Luther King. Explication de l'auteur Jeanne Méry et de son éditrice Marion Bossuat dans le micro en balade. En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans Tout Nouveau Tout Beau. Mais voici Rémi, le plus jeune chroniqueur littéraire du PAF. Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Éveil de Jean-Baptiste de Panafieux, dont le premier des 3 tomes, Stade 1, paraît au livre de poche jeunesse. La première scène se passe dans un laboratoire. Dans sa blouse blanche, Laura la scientifique observe la souris A27. Comment imaginer ce qu'elle pense réellement, ou au moins ce qu'elle ressent, s'interroge la chercheuse face au petit rongeur. Se mettre à la place de l'autre, qu'est-ce que ça donne quand il s'agit d'une souris, ou de tout autre animal d'ailleurs? C'est le sujet de l'éveil. Laura étudie les bases génétiques de la maladie d'Alzheimer. Elle a inoculé dans le cerveau de ses cobayes un cocktail associant un virus synthétique à un assemblage de gènes. Ce bricolage pompeusement baptisé ingénierie neurogénétique est censé stimuler le cerveau. Mais il suffit d'un grain de sable, une seconde d'inattention, le téléphone qui sonne et l'animal de laboratoire échappe à la surveillance de l'apprentie sorcière. D'ordinaire si craintif et routinier, il a osé adopter un comportement aventureux contraire à ses habitudes. Pourquoi ? Parce que le virus, programmé pour proliférer dans ses neurones, a déjà commencé à modifier son encéphale. Hélas, son parcours s'arrête net. À peine à l'air libre, la souris est tuée par le chat qui se délecte de son sang, puis dédaigne sa proie devenue sans intérêt car inanimée. La corneille, le rat et une chienne finissent, chacun son tour, de dévorer ce qu'il reste du rongeur. Ainsi, à chaque maillon de la chaîne alimentaire, le virus se propage. Et chaque espèce d'oiseau et de mammifère s'éveille à son tour et appréhende le monde avec une lucidité inédite. La corneille réalise que son compagnon est plus que limité intellectuellement et elle exige désormais le partage des tâches. Au contraire, son fils, Charles le Corneillon, bénéficie pleinement des cours d'histoire médiévale et de stratégie dispensés par l'université voisine. Il s'est secrètement rebaptisé Attila et l'avenir révélera qu'il s'est tracé un destin de premier plan. Le chat s'entête à ne penser qu'à lui. Il se désintéresse des non-chats, sinon les petits, pour jouer avec et les manger. Les animaux sociaux, comme les chiens ou les rats, s'organisent et se réunissent. Certains rêvent de révolution, d'autres de dictature. D'autres encore veulent croire en un plan divin. Mordu par le rat, Coco le perroquet gris du Gabon apprend vite à zapper. Il délaisse les jeux télévisés débiles de ses maîtres et visionne des documentaires sur l'art, la nature et la philosophie. Quand il s'installe chez Alia, ami du petit frère de Laura, la chercheuse, il choisit de se faire appeler Montaigne. Son hôte, qui est une jeune geek, invente un génial boîtier qui permet de communiquer avec les animaux.
Le monde entier apprend ainsi que la faune s'éveille. Non seulement les animaux de compagnie, mais aussi les espèces sauvages, dans les eaux, et même le bétail. Toi, tu pourrais manger du veau éveillé. Comment continuer à consommer la chair des animaux si on les considère désormais comme des sujets pensants? Le numéro 1 de la viande industrielle sent le danger et menace Laura afin qu'elle accepte de faire marche arrière. Mais est-ce seulement possible ou souhaitable? Ce roman pose des questions essentielles sur la science et notre rapport aux animaux. Je vais vous lire un extrait. L'éveil du chat. Je ne me sens pas très bien. Je vais dormir un peu. Je ressens quelque chose. Je me sens différent maintenant. Pas comme hier. J'ai faim. Viens voir, Chouka se regarde dans la glace. Ce n'est pas possible, les chats ne se reconnaissent pas dans le miroir. Mais si, viens voir, je te dis. C'est vrai qu'il a l'air un peu bizarre en ce moment. Ils ont dit miroir. Je vois un autre, mais il n'est pas complètement autre. J'ai l'impression que c'est moi que je vois. C'est étrange, je suis ici, et lui là. Si je bouge la patte, lui aussi, au même moment. Lui, c'est moi. Je me vois, je me regarde, je m'examine, je suis moi. Je suis sale, je dois me nettoyer. Avant, je ne voyais rien. Je ne savais pas que j'étais moi. Aujourd'hui, je sais. Je me suis éveillée il y a 3 jours. L'éveil, stade 1 de Jean-Baptiste de Panafieux est réédité aux éditions du livre de poche jeunesse dès 14 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Tahar Ben-Jelloun a écrit avec un grand succès des textes à visée pédagogique pour les enfants, l'islam expliqué à ma fille dans l'après-coup du 11 septembre et le terrorisme expliqué à nos enfants après les attentats de Paris. En cette année de pandémie inattendue, grave et compliquée, l'ancien professeur publie La philo expliquée aux enfants pour transmettre aux plus jeunes cette parole libre qui n'est salie par aucun intérêt matériel, par aucun calcul, par aucun égoïsme, et nous aider à donner du sens à ce qui nous arrive. Une centaine de concepts, ceux qui sont étudiés au lycée, comme la liberté, la conscience, la religion ou la vérité, mais aussi d'autres, tels le silence, l'immigré, la dépression, l'inceste, l'humilité, qui lui sont propres. Le but, aider le lecteur, à partir de son expérience, à développer sa pensée réflexive, créatrice et critique. Pas de réponse toute faite, prête à penser, mais au contraire un questionnement actif et actuel, avec comme fil rouge le souci de l'environnement. Fort du principe d'Épicure selon lequel il n'y a pas d'âge pour philosopher, le lauréat et juré du prix Goncourt ambitionne de convaincre l'éducation nationale de faire étudier la philosophie dès la 6e. On vient d'écouter Rémi nous parler de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Tahar Ben-Jelloun, quel enfant lecteur étiez-vous? J'étais un enfant dessinateur d'abord. On était à Fès, une ville traditionnelle du 9e siècle, et j'avais pas accès à des livres jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Je suis arrivé à Tanger, et là, à Tanger, il y avait plusieurs bibliothèques, dont la bibliothèque française, qui était sur le chemin de mon école, et là, j'empruntais des livres. Et j'étais un lecteur assidu, et je choisissais les livres en fonction des illustrations. Les livres où il n'y avait pas d'illustration étaient condamnés. Tout ce que je trouvais, je lisais disons un livre par semaine. Ma mère ne savait pas lire et écrire, mon père lisait, lui, il lisait des livres d'histoire. Lui. J'ai toujours vu en train de lire un gros livre en arabe et j'étais un enfant sage, mais j'avais mon univers. Et j'adorais me réfugier dans mon univers. J'imaginais des situations, je jouais plusieurs rôles. Alors que mon frère et mes cousins et les voisins ils jouaient au foot dans la rue, dans l'impasse. Moi, je n'aimais pas jouer au foot, je n'aimais pas le sport. Donc, je restais chez moi et je me racontais des histoires. Dans la préface de la philo expliquée aux enfants rédigée à la fin du confinement, le 2 mai 2020, vous replacez la parution de votre livre dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Est-ce que, comme dans l'après-coup du 11 septembre, qui vous avait inspiré l'islam expliqué à ma fille, ou des attentats de Paris, où vous aviez publié le terrorisme expliqué à nos enfants, vous avez ressenti en ce printemps 2020, où chacun était saisi, stupéfait par l'imminence et la proximité du danger de mort, une urgence à mettre des mots sur les événements et en dégager du sens? Non, j'avais commencé à travailler sur ce livre bien avant. La période de l'arrivée du Covid a été pour moi la façon d'introduire ce livre pour dire, vous voyez, on est en train de vivre des moments graves
et qui n'était pas prévu. Et c'est ça la vie. La vie, c'est pas un certificat que vous donnent parfois les assurances, vous assurez à 100%, etc. Non, on n'est pas assuré à 100%. La vie, elle est comme ça. C'est en allant dans les écoles et dans les collèges parler du racisme ou de l'islam à des enfants que je me suis rendu compte que je leur expliquais des concepts philosophiques. J'adorais enseigner, ça revenait, et puis je commençais à leur expliquer ce que c'est que le droit, ce que c'est que la justice, ce que c'est que la race humaine, etc. Et je me suis dit, mais un enfant est capable de comprendre tout à partir du moment où on prend le temps d'abord de respecter et de faire confiance à son intelligence et à sa capacité de comprendre et d'entendre. Je ne dis pas on va faire de la philo parce que ça va leur faire peur, mais on parle de la vie. Et dans la vie, il y a des mots et des concepts qui surgissent tous les jours dans notre action ou notre parole. À la cour de récréation, quelqu'un fait une bêtise, il dit « t'as pas le droit de faire ça ». Ah, c'est quoi le droit? Et j'explique. Ou alors il dit oui, j'ai eu une mauvaise note, c'est pas juste. Ah, c'est quoi la justice? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que finalement, on fait la philosophie sans le savoir et sans le dire. Quand j'ai écrit ce livre, qui m'a pris beaucoup de temps, m'a pris plus d'une année, j'ai testé plusieurs concepts sur des enfants entre 11, 12 ans, 13 ans. Et je me suis rendu compte que ça marchait très bien. Après, évidemment, j'ai donné l'ouvrage à des profs de philo parce que je voulais que le livre soit sans erreur et surtout sans préjugés. J'espère que je vais convaincre l'éducation nationale qu'on peut commencer à faire des leçons de philo à partir de la 6e ou la 5e. Vous proposez de suivre la méthode de Moha, figure familière au lecteur de Moha le Fou, Moha le Sage, que vous avez publié il y a de cela 40 ans. C'est un personnage, précisez-vous, qui a la particularité de dire en toute franchise tout ce qu'il pense. Et vous poursuivez, pourquoi faire? Pourquoi pas? Pose-toi ces questions et tu verras alors que même des choses banales peuvent devenir étonnantes. Vous dites de Moha que c'est un Socrate des temps modernes. Un enfant aujourd'hui peut tout à fait lire les dialogues de Socrate. Socrate parlait simplement, c'était un homme du peuple, et Socrate faisait parler les gens, ce qu'on appelle la maïeutique, c'est-à-dire les faire parler sur la vie et les grandes questions que se posent aussi bien les enfants que les parents. Pour moi, Socrate reste un modèle d'approche et de contact avec le monde de l'enfance. Et je raconte son histoire parce qu'à la fin, il a été accusé injustement et il va mourir. Une information que je donne aux enfants, une vie où il n'y a pas de principes et de valeurs est une vie de barbares ou d'animaux. Et encore, les animaux qui n'ont pas de principes et de valeurs sont parfois beaucoup moins barbares que les humains. Vous proposez comme un petit labo de philo sous la forme d'expériences philosophiques. Essaie de ne penser à rien. Que se passe-t-il? Y parviens-tu? Ou encore, fais la liste des choses dont tu doutes. La première d'entre elles porte sur l'idée d'Alain selon laquelle penser, c'est dire non. Vous n'y répondez pas dans le livre. Quelle est votre propre réponse? Alain avait raison. Penser, c'est questionner, c'est avoir des doutes, c'est mélanger des idées. En arabe, il y a un dicton qui est très joli, il dit, je dis en arabe, après je traduis, Ainik mizanik, ton œil, ta balance. C'est-à-dire finalement, le regard qu'on porte sur une réalité, eh bien, il faut savoir la relativiser. Ce sur quoi j'insiste à chaque fois, c'est que l'enfant pense par lui-même et se pose des questions. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Autrement dit, responsabiliser l'enfant et lui donner ce respect minimal qui consiste à le considérer comme un être humain conscient et intelligent et capable de tout comprendre. Vous n'avez pas une vision figée, minérale, livresque du philosophe. L'action est le propre de l'homme qui pense, celui qui agit, qui est dans l'action, est quelqu'un de pragmatique, de pragma en grec, action. Et vous valorisez la résistance. Quand on a ton âge, à quoi doit-on résister selon toi? Il était primordial pour vous d'inviter vos jeunes lecteurs à prendre part au monde. Je m'adresse à des enfants qui ont 11 ans, 12, 13 ans, des enfants qui s'éveillent à la vie, et qui vont commencer à découvrir la brutalité humaine. La résistance que je demande aux enfants, c'est de résister au mensonge, c'est de résister à l'apparence, de résister aux choses faciles. Et je fais l'éloge de l'effort. Pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui, avec le développement des nouvelles techniques, vous prenez un iPhone, il y a tout un monde dedans avec toutes les applications. J'ai dit, faites très attention, parce que les choses qu'on acquiert facilement, ça peut être un piège. L'effort, c'est l'enfant lui-même qui acquiert un savoir ou une richesse. Elle ne la trouve pas
sur un plateau d'argent qui l'attend. Vous, le pédagogue, vous insistez naturellement sur l'importance de l'éducation. Vous citez Kant à l'appui. L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce que l'éducation fait de lui. C'est par elle qu'on acquiert des valeurs universelles sur lesquelles chacun s'accorde ou le devrait. Quelles sont ces valeurs et pensez-vous, comme vous le demandez aux jeunes lecteurs, qu'un enfant puisse éduquer ses parents ? Moi, je donne l'exemple de ma propre vie quand j'étais tout jeune. J'avais 6-7 ans. On devait faire la prière et pour faire la prière, il faut faire des ablutions. Faire sa toilette, mais une toilette un peu spéciale. Et il faisait très froid à Fès l'hiver. On n'avait pas d'eau courante, on n'avait pas d'eau chaude. On avait une jarre avec de l'eau qui gelait. Et le fait de me laver avec de l'eau gelée, je tremblais. Et un jour, mon père m'a vu comme ça trembler. Il m'a pris d'un côté, il m'a dit, tu sais, mon fils, c'est que l'islam. Je vais t'expliquer. L'islam, c'est bien se conduire dans la vie. Respecter tes parents, respecter le professeur qui t'enseigne quelque chose, ne pas mentir, ne pas voler et ne pas frapper les gens faibles, etc. Il dit, bon, c'est ça, je suis musulman. Je n'ai pas besoin d'aller faire la prière. Et il m'a libéré. Finalement, c'est quoi une religion? C'est l'enseignement de certaines valeurs. Évidemment, on les entoure de beaucoup de mythologie, de beaucoup d'histoires, etc. Mais c'est aussi simple que ça. Une personne, dites-vous, tire sa valeur du seul fait qu'elle est humaine. Aussi, la curiosité propre aux philosophes, qui nous pousse à augmenter notre savoir, doit aussi nous conduire à être curieux des autres, savoir s'ils vont bien, s'ils ont besoin d'aide, s'intéresser à eux et à ce qu'ils font. Vous rangeriez-vous du côté des philosophes humanistes ? Je ne suis pas philosophe. Il y a très peu de philosophes dans le monde. Et je suis toujours agacé quand je vois à la radio, à la télévision, des profs de philo se présenter comme des philosophes. Non, je suis peut-être un penseur ou un intellectuel, mais je ne suis pas philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui invente un système de pensée et de réflexion. Descartes est un philosophe, Heidegger est un philosophe. Mais les gens qui passent à la télévision, ce sont des gens qui pratiquent la philosophie, qui enseignent ou qui lisent la philosophie. Moi, ce que je cherche, c'est défendre les valeurs principales qui font que nous restons des humains respectueux entre nous pour vivre ensemble. C'est ça, que ce soit le livre sur le racisme, ou le livre sur le terrorisme, ou même sur l'islam, c'est pour apprendre à vivre ensemble. C'est pas la peine de dresser des barricades de haine et de violence entre nous. On ne peut pas aimer tout le monde, mais on doit respecter tout le monde. Sinon, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec la police qui se conduit d'une manière barbare avec les Noirs, uniquement parce qu'ils sont noirs, ou alors ce qui s'est passé dans les années 40 avec le nazisme, où on a brûlé des êtres humains uniquement parce qu'ils étaient juifs. Vos invitations à penser ne sont ni dégagées de l'action, ni hors sol. Vous les enracinez dans des questions très actuelles. Vous parlez handicap, pédophilie, consentement. Vous demandez aussi à l'enfant de réagir sur ce sophisme. C'est un arabe, donc c'est un musulman, donc c'est un terroriste. Il y a, dites-vous, une erreur de raisonnement et une faute morale de jugement dans la même phrase. Les vois-tu ? Pensez-vous qu'au-delà du ressenti, de l'émotion, un enfant, un jeune adolescent, a les outils rhétoriques, conceptuels pour réfuter les préjugés ? C'est ce que j'appelle l'absence de pensée. Tout le racisme dont nous souffrons est basé sur ce qu'on appelle des préjugés, c'est des jugements qui précèdent la réalité et la vérité. Un enfant qui accepte de passer à des généralités et de résumer un être humain à une caricature, c'est pas normal. Mais ça dépend aussi des enseignants et des parents. Un jour, un enfant m'avait dit dans une école quand est-ce que vous allez écrire le racisme expliqué aux parents? Je dis c'est le même celui-là. Moi, j'ai envie que mon père lise ce livre parce que mon père n'aime pas les Noirs et c'est un problème. Mon meilleur ami est un Noir et il ne veut pas que je l'invite à la maison. Les enfants sont plus susceptibles d'apprendre des choses. C'est pour ça que je ne vais pas, moi, faire des conférences sur le racisme à des adultes. Ça ne sert à rien. Un homme de 40 ans ou 50 ans, il sait ce que le bien, ce que le mal. Il a ses bons juifs, ses mauvais juifs, il a ses arabes. C'est inutile. En plein procès des attentats de Paris, vous osez poser la question qui fâche. Doit-on, en application de la liberté d'expression, publier des dessins qui caricaturent un prophète ? Comment imaginez-vous que cette interrogation sera reçue dans les collèges, les lycées où beaucoup, à l'époque, ont déclaré ne pas être Charlie ? C'est une question très délicate. Moi, à l'époque, j'ai résolu la question par une réflexion très simple. J'ai dit, le prophète, c'est un esprit. C'est pas un homme avec une barbe, avec un turban. C'est quelqu'un qui nous montre la voie de la sagesse
et de la bonté. Jésus, c'est ça, Mohammed, c'est la même chose, Moïse, ce sont des personnes exceptionnelles qui viennent au monde pour nous ouvrir des avenues pour le bien. Bon. Les caricaturer, on va faire d'eux des hommes d'une grande banalité. Alors, c'est pour ça que moi, les caricatures, soi-disant de moi, mais ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas gêné. En même temps, j'ai dit, oh là là, on va provoquer beaucoup de malheur. Moi, je pense comme ça, mais tous les musulmans ne pensent pas comme moi. Et ils ont été blessés dans leur idée qui se font de l'islam et du prophète. À quoi bon les blesser? C'est inutile. En même temps, on est dans un pays laïque. Et dans la laïcité, il y a la liberté de blasphémer. C'est une société qui a son histoire. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres sociétés qui ne sont pas arrivées à ce niveau-là. Allez parler de laïcité en Arabie Saoudite, en Égypte, en Algérie. Pour eux, la laïcité, c'est l'athéisme. Ils ne veulent même pas entendre parler ni discuter de ça. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai été Charlie, bien sûr, parce que j'ai perdu beaucoup de mes amis. Vous posez aussi la question du suicide, et c'est quelque chose de suffisamment rare dans les textes destinés à la jeunesse pour être souligné. Sans faire de prosélytisme, bien sûr, vous parlez du courage du suicidé et de son droit à exercer sa liberté, ce qui n'est sûrement pas une parole couramment entendue. Vous n'avez pas considéré que ce thème était tabou. Le suicide est une réponse tardive à un appel de tendresse et d'amour qui n'arrive pas. Donc il faut parler du suicide. Et il faut dire aux enfants, avant de passer à cette liberté, entre guillemets, il faut d'abord parler, attendre, réfléchir, comme on dit en arabe, changer une heure par une autre heure. Le fil rouge de la philo expliquée aux enfants qui ouvre et clôt l'ouvrage, c'est le souci de l'environnement. S'agit-il d'un enjeu non seulement politique, économique, sociétal, mais aussi éthique, philosophique? C'est un travail quotidien dont les parents doivent avoir leur part, qui est importante. Les gens ne respectent pas la plus belle chose au monde, c'est la nature. C'est la forêt, c'est la mer, c'est les montagnes, c'est les petits ruisseaux, c'est les oiseaux. C'est une morale. La notion de respect, tout azimut. C'est une notion morale essentielle, fondamentale. Retrouvez l'interview intégrale de Tahar Benjeloun sur le site d'Enfantillage. Le micro en balade. Martin wasn't poor, he was lucky. His daddy was a pastor and earned money. But from the day he was born, Martin had less rights, because America divided blacks and whites. 3 petits points, la toute jeune maison d'édition, spécialiste des livres audio jeunesse, lance une campagne de financement collaboratif sur Kiss Kiss Bank Bank pour la sortie de Martin Song, hommage de Jeanne Méry à Martin Luther King. Sur des airs folk et bluegrass, c'est toute l'histoire des États-Unis à l'époque de la lutte pour les droits civiques qui défile devant les yeux de Rose, la petite Parisienne, et son ami imaginaire musicien, prénommé comme Woody Guthrie, le père des protest songs, ces chants de révolte américains. En plein débat sur l'appropriation culturelle, Jeanne Méry et son éditrice, Marion Bossuat, bien que blanches, s'estiment en droit de dire à leur façon que Black Lives Matter. Les auteurs font tous un effort d'imagination pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est le propre de la fiction. Rose, c'est une petite fille blanche. Et Rose, elle dit « Je suis même pas noire, je suis pas pauvre ». En gros, elle se pose la question de sa légitimité à être révoltée, mais elle est révoltée. Et donc, je pense qu'elle a, pour le coup, une légitimité à tenir par la main d'autres enfants révoltés, comme elle. Dis Woody, pourquoi les gens n'aiment pas les Noirs dans sa ville? Dans mon pays, il y a moins de 100 ans, on considérait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Ils étaient réduits à l'esclavage. Ils étaient traités comme de vulgaires marchandises. C'est affreux. Oui. Mais tu vois, Martin et ses parents refusent cette oppression. Avec beaucoup d'autres personnes, des Noirs et des Blancs aussi, ils vont se battre pour obtenir plus d'égalité. Très souvent, quand je me promène dans la rue avec mes enfants, ce sont les premiers à voir
la violence sociale, la misère, et qui la refusent en fait en le disant de façon assez simple et avec leurs mots. Cette rébellion, ce regard qu'ils portent sur le monde doit rester celui-là. C'est grâce à ces émotions qu'on ressent et qui sont très fortes pour les enfants qu'ensuite on peut se mettre à l'action et qu'il suffit peut-être un tout petit peu de leur proposer une activité qui soit de l'ordre du possible pour qu'ils s'en saisissent. Je trouve un livre sur New York. Je découvre le visage d'une femme noire, les mains enlacées autour de son micro. Elle se tient droite, les yeux clos. Sous la photo, je peux lire Billie Holiday chante au Café Society la chanson Strange Fruit, qui dénonce les lynchages des Noirs dans le Sud ségrégationniste. Les lynchages ? Je jette un coup d'œil au dictionnaire. Action d'exécuter quelqu'un, de le mettre à mort. Mais non, j'arrive pas à le croire. Je rentre à la maison tout de suite après l'école. Je grimpe la rue des Envierges pour voir Paris depuis le haut du parc de Belleville. Voilà, ce vaste monde dans lequel je vais vivre ma vie. Plein de haine et de violence. T'as encore beaucoup de choses à apprendre du monde. Mais moi aussi d'ailleurs. On n'arrête jamais de grandir. Je préférerais pas tout savoir, c'est si moche. Aujourd'hui, Martin aurait 90 ans. Imagine, il pourrait raconter à tous les enfants du monde entier comment, grâce à son engagement et à son refus de la violence, il a rendu le monde meilleur. Alors, il ne faut pas perdre espoir. On est tous de la même espèce. All humans, non? Retrouvez les références de la campagne participative pour Martin Song sur le site d'Enfantillage. Tout nouveau, tout beau. Restez libre, l'avenir est entre vos mains aurait pu s'appeler Indignez-vous si le titre n'était pas pris et comment par l'iconique essai de Stéphane Hessel paru il y a 10 ans. D'ailleurs, le diplomate devenu star à 93 printemps figure en bonne place au panthéon des rebelles dépeint dans ce documentaire de Philippe Godard et Patrice Favaro illustré par Robert. Haro sur l'indifférence, la tiédeur et l'inertie, Dai Weiwei, l'artiste chinois exilé à Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, en guerre contre les baleiniers, ce sont 30 personnalités flamboyantes qui témoignent qu'être libre est une lutte sans fin. Des artistes donc, comme Bartabas, Kurt Cobain ou Fassbinder, des intellectuels comme Pasolini, Naomi Klein ou Aimé Césaire, des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, des journalistes, scientifiques, éducateurs, activistes comme les Pussy Riot ou le sous-commandant Marcos, bravo à cette mise en lumière salutaire et inspirante de femmes et d'hommes debout, vivantes incarnations des mots de l'anarchiste Alexandre Marius Jacob, la liberté ne se mendie pas, elle se prend. Aux éditions Saltimbanque, dès 12 ans. Un album superlatif, plus gai, plus funky et presque plus grand que son lecteur, c'est l'exact et providentiel antidote à la morosité ambiante de Jannick Coate. Elle délaisse ses chers hippos pour introduire Bernie, l'ours haut comme 2 lutins bleus qui se déhanchent tel Travolta. Aux éditions Helium, dès 2 ans. Tout nouveau, tout beau, la suite. Quand Zozo rencontre Chacha, quand un gros gras matou gris aborde un tout petit oiseau, on devine la fin de l'histoire. Pourtant, cet album rythmé par des onomatopées nous maintient en alerte jusqu'à la fin. Flap, 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 mais chut. Un oiseau, un chat de Corinne Dreyfus aux éditions Thierry Magnier, dès 1 an. Quel bonheur de lire cette nouvelle édition de 11 chatons dans un sac, chef-d'œuvre japonais aux couleurs vives et au graphisme rétro du mangaka Baba Noboru. Guidé par le général Tigré, 11 félins, aussi curieux que coriaces, prennent un malin plaisir à transgresser. Pas de bol pour le très méchant hihi haha. Quand nous sommes tous ensemble, rien ne peut nous faire peur. Mais qu'est-ce qu'on a eu peur! Collection 4048, édition 2024, dès 3 ans. Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Avoir peur, les amoureux de Petits Vampires adorent ça, c'est leur fête, avec la sortie simultanée d'un film sur grand écran, d'un coffret de 3 BD et d'un roman, Petits Vampires, le film d'horreur, où c'est Michel, l'ami humain de Petit Vampire, alias Johann Sfar lui-même, qui prend la plume, quelques décennies plus tard, pour raconter les trouilles cinéphiliques de son enfance niçoise, où des films d'horreur aux nazis zombies à peau spongieuse peuplaient ses cauchemars. Fantomat, le bulldog
dialogues rouges à la gouaille marseillaise, Bois dormante, muse et figure de proue du capitaine des morts, Pandora, sa sublime épouse en fourreau lamé, Ophtalmo, le monstre à 3 yeux, Claude, le croco mutant, et Marguerite, le colosse couturé et malodorant, ils sont tous là, drôles et épouvantablement attachants, pour jouer à terrasser nos terreurs enfantines. Aux éditions Rue de Sèvres et l'École des loisirs, dès 9 ans. On va faire quoi? Sauver petit vampire et éviter un châtiment innommable. Qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui? Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout Beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés, bonne lecture à toutes et à tous, et à la prochaine fois.